18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Vert à moitié plein, le FC Sion n'a pas perdu ce week-end. Au mental, les Valaisans ont arraché un nul 3 partout vendredi contre Vaduz. Vert à moitié vide, les Sédunois ont livré une prestation en deçà des attentes. Le débrief à suivre en début d'émission. Après le HC Sierre la semaine passée, le HCV Martigny est à l'honneur ce dimanche. Arnaud Curit, l'un des rescapés de la saison dernière, celle des titres Coupe, Championnat et de la promotion, viendra nous parler de la nouvelle réalité en Swiss League. Et en troisième partie d'émission, du ski alpin avec les controversées courses de Zermatt-Cervinia. La météo n'a laissé aucune chance aux organisateurs pour les épreuves masculines. On évoquera ce thème en compagnie du skieur Arnaud Boisset. Foot, hockey et ski alpin, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h sur Rhône FM. Rhône FM, Zone Mixte avec Hugo Dacustodia. Dès à présent, la ligne WhatsApp de la radio est ouverte. Nous attendons vos questions ou remarques au 079 327 10 10, 079 327 10 10. Zone Mixte, le débrief. La Challenge League se met en pause pour 2 petites semaines. Avant cette trêve internationale, le FC Sion est parvenu à conserver sa première place au classement au prix d'un improbable retournement de situation vendredi à Tourbillon. Un 3 partout contre Vaduz. Et notre consultant habituel est avec nous pour évoquer ce match. Yves Bourdin, salut à toi. Salut Hugo et bonsoir à tous. Le FC Sion n'a pas gagné, c'est la première nouvelle à retenir de ce week-end. Le dernier match qui ne s'était pas soldé par une victoire valaisanne, c'était ce revers 3-2 concédé le 25 septembre à Tourbillon contre Thun. Yves Bourdin, drôle de match nul vendredi contre l'équipe du Liechtenstein. Ouais, match improbable, une première mi-temps largement ratée avec une défense en dessous, une attaque aussi qui manquait à concrétiser et à se trouver vraiment bien. Ensuite, voilà, si on réduit à 10 avant la pause, donc on n'aurait pas mis 5 centimes, en tout cas personnellement, sur un retour des Valaisans. Mais je pense que Didier Tolo a fait du bon travail à la mi-temps. Les murs de Tourbillon ont dû sans doute trembler. Et derrière, on a vu un FC Sion transformé, bien plus dangereux, avec un homme de moins sur la pelouse qu'en première mi-temps. Vaduz, c'était un bel adversaire, a bien joué, n'a pas gagné du temps, enfin a vraiment joué au football, vraiment une belle équipe, et le point du match nul est aussi largement mérité pour Vaduz. Mais ils ont peut-être trop calculé en se disant voilà, on est 2 buts d'avance et puis un homme de plus, et finalement voilà, ils doivent être déçus, gagner 3-1 à la 90e et puis se prendre 2 buts coup sur coup. C'était un petit peu la folie à Tourbillon, et puis ce point finalement a été fêté comme une victoire. Les murs de Tourbillon qui tremblent peut-être encore aussi avec les émotions du commentaire en direct. Tu y étais avec Christophe Morion. 1-0 pour le FC Sion après 3 minutes, puis le trou noir, 3-1 pour Vaduz à la 26e et un rouge pour Balthazar entré avant la demi-heure et expulsé avant la mi-temps. Comment expliquer un tel scénario ? C'est une bonne question. Ça joue dans la tête. Le FC Sion, je pense pas que les joueurs sont rentrés sur le terrain en se disant ça va être facile et puis on va dérouler 6 matchs sans défaite en comptant la coupe, ça va être le 7e tranquille. Non, je pense que le but de Zorgic à la 3e a peut-être psychologiquement fait en sorte que les joueurs sont sentis peut-être un peu trop en confiance, je sais pas, même de manière involontaire. Et puis en marquant ce but très tôt, peut-être tout le monde à la place de jouer à 100%, les joueurs jouent peut-être à 90, et puis en face Vaduz y a cru, et puis voilà, on est un peu moins au marquage. Sur le premier but, on a Berdayes qui est à 1 mètre du centreur pour marquer, Ziegler qui reste campé sur ses crampons et se fait passer devant par l'attaquant de Vaduz pour l'égalisation. Le deuxième but est un but de gag, il y a incompréhension de Fayoulou qui va chercher un deuxième ballon, semble-t-il, sur le terrain, Lavanche qui joue la touche en même temps, et puis incompréhension 2-1, et le troisième but également, manque de marquage à l'entrée des 16 mètres, un très très joli but de Vaduz, mais là au moment du 3-1, c'était 3 tirs cadrés pour Vaduz et 3-0. 3-1 pardon. Ouais, efficacité maximale pour le FC Vaduz, et puis si je résume tes propos, un petit peu de suffisance. Après le match, Christophe Morion a tendu son micro au capitaine du FC Sion, Reto Ziegler. Ce dernier ne savait pas trop sur quel pied danser entre la satisfaction de l'égalisation tardive et l'amertume du passage à vide. C'est justement ça, peut-être inconsciemment il y avait peut-être un peu trop de suffisance, et ça ne doit pas arriver. Mais c'est vrai, on a bien commencé, on avait le jeu en contrôle, et malheureusement on a fait ces erreurs individuelles, et on a su réagir. Donc pour ça, je pense qu'on peut féliciter l'équipe, mais il faut qu'on apprenne de ces erreurs-là en première mi-temps. Suffisance, dit Reto Ziegler, un commentaire Yves.
Ouais, on est d'accord avec Reto Ziegler. Il a fait d'ailleurs lui-même en tant que capitaine une première mi-temps assez compliquée. Hein. En vitesse, sur l'aile aussi, il a fait une ou deux erreurs. Il est pour moi pas largement impliqué, mais il manque de promptitude au marquage sur le premier but. Mais comme il l'a très bien dit, tout le monde est revenu remonter comme des petits coucous en deuxième mi-temps et a pu faire la différence en deuxième mi-temps. Ouais. Et c'est ça l'image qui reste, parce que voilà, dans de tels moments, on savoure ça. En tout cas, les joueurs du FC Sion ont savouré cela comme une victoire. Suffisance, peut-être, un brin de fatigue certainement. Déjà la semaine dernière, Joël Schmid nous disait que la pause allait faire du bien, et Didier Tolo est reparti vendredi avec les mêmes hommes. On y revient, Timothy Fayoulou dans les cages, cette ligne défensive avec Lavanchi, Schmid, Efti et Ziegler, Christian Souza, Ali Kabakelman, Kevin Bua, Ilias Chouaref, Théo Berdayes et Dejan Sorgic. Yves, on n'en sort pas de cette rengaine, même si les faits de match ont fait que Théo Berdayes est sorti assez tôt pour l'entrée de Balthazar qui a été expulsé. Un mot sur ce coaching. Ouais, alors on l'a dit à Christophe au commentaire, hein, on est pas étonné, mais on se dit, voilà, les joueurs enchaînent les matchs. La semaine d'entraînement du FC Sion a été compliquée, hein, avec les pelouses imbibées d'eau. L'équipe a pas mal voyagé, hein, sur synthétique, à Martigny, à Ried un petit peu sans doute aussi. Et puis au final, c'est le même 11 qui joue, alors qu'il y a des titulaires en puissance aussi sur le banc. Je pense à Balthazar, à Chipperfield notamment, qui peuvent rentrer dans le 11. Et puis ce 11, finalement, aura tenu que 28 minutes ou 26 minutes. C'est le temps de Berdayes de retrouver le banc suite à un début de match complètement raté. Donc on dit on change pas une équipe qui gagne. Là, je pense que le 11 aligné depuis quelques matchs par Tolo ne lui a pas donné satisfaction au vu de l'attitude et des gros blancs, hein, on va dire, sur le terrain. Et voilà, le prochain match contre Haro, il y aura de toute façon des choses à revoir. Bua sera suspendu, Costa sera suspendu, Tolo sera suspendu. Donc il faudra revoir ce 11 par obligation, et je pense que c'est le moment peut-être de rebrasser un petit peu les cartes pour donner un souffle nouveau pour les 4 derniers matchs qui seront hyper importants avant Noël, parce qu'il y aura notamment un Thun Sion, l'avant-dernier match avant la pause hivernale. Ouais. On reviendra au calendrier tout à l'heure. J'allais te demander qui mérite sa chance. Tu as répondu à demi-mot, avec notamment Chipperfield qui revient souvent. Hein. Mais est-ce que ce manque de rotation peut à terme devenir problématique, alors que c'était justement le gage de stabilité? Bon, pour avoir entendu Richard à l'interview, à la conférence d'avant-match, hein, lui qui est défenseur central, qui n'a pas sa chance parce que justement sa défense centrale est imperméable, ou quasi imperméable en tout cas jusqu'à ce week-end. Le discours semble assez bien passé de la part de Tolo. On ne sent pas de la frustration dans la tête des joueurs. Donc à long terme, sur l'ensemble de la saison, il faut que la communication soit bonne pour que chacun comprenne où est sa place et pourquoi sa place n'est peut-être pas sur le terrain. Et puis après, il y a des faits de match. Voilà, Balthazar qui se fait expulser de manière, à mon sens, assez sévère. Est-ce que Didier Tolo va lui en tenir rigueur ou pas? Est-ce qu'il y aura punition de guillemets ou pas? Ça sera intéressant de voir les prochains matchs. Mais Tolo est un meneur d'hommes, est un bon manager. On le voit parce que la conséquence du management de Didier Tolo se voit sur le terrain chaque week-end. Les joueurs sont concernés, sont derrière leur coach. Je pense qu'il fait le travail de manière excellente. Et pour l'instant, on ne sent pas de problème à voir avec les semaines qui s'accumulent. Et si ce 11 ne continue pas de changer, peut-être qu'il y aura un peu de frustration. Rapidement, parce qu'on l'avait thématisé en tout début de saison, il y a quand même éventuellement un manque de profondeur au FC Sion, et ça depuis la fin du mercato. Ouais, alors il manque à mon sens au niveau de la défense. Là, on a Lavanchi, Schmid qui sont on va dire à un carton d'être suspendus. Derrière, on a deux jeunes Valaisans, hein, Teller et Richard. Il n'y a pas la même expérience. À mi-terrain, il y a un petit peu plus de monde, mais devant aussi, c'est un petit peu léger, hein, avec Sorgic, Zagré, peut-être un Johan Aymon, hein, qui pourrait gentiment, je souhaite, faire un peu ses premiers pas en Challenge League. Mais ça manque peut-être un peu de profondeur sur les côtés, derrière et puis devant. Donc le championnat, la promotion se jouera aussi sur les qualités des hommes, hein, ça c'est sûr, mais sur la profondeur du banc et puis les solutions de rechange que pourrait avoir Didier Tolo.
solutions de rechange, ça sera éventuellement pour le mercato de janvier. Avant cela, il y a donc la trêve internationale, puis 4 matchs. Arao le dimanche 26 novembre à l'extérieur, Stade Lyonnais à domicile le 1er décembre. Oui, je crois que c'est ça. Réception de Thun et puis encore... déplacement à Thun le 8 décembre et réception de Chafouz le 15. Voilà pour les choses dans l'ordre. La dernière trêve internationale avait été plutôt bien gérée par le FC Sion, avec au milieu de tout cela un match amical et puis l'équipe qui était revenue pour faire cette bonne séquence avec un nouvel élan. Ouais, le Sion était revenu avec 3-4 buts par match après la pause internationale. Voilà, c'est ce qu'il faut souhaiter. Là, comme tu l'as dit tout à l'heure, les organismes sont sans doute un petit peu fatigués. Il y a quelques jours de congé là pour l'équipe valaisanne, histoire de se requinquer un petit peu puis de reprendre des forces. Mais cette dernière ligne droite ne sera pas facile. Jouer à Haro, même si ça tourne plus trop rond à Haro, mais c'est toujours dur de se passer à Haro. Stade Lyonnais, on se rappelle que Sion avait gagné par un 2-1 par les poils, j'ai envie de dire, un but de Chipperfield tout à la fin au match aller. Thun, voilà, ça va être un match à 6 points. Le FC Sion n'a qu'un point d'avance au classement, il est toujours leader, mais Thun suit à 1 point, donc le match là sera hyper important, quels que soient les résultats des 2 premiers matchs. Et puis Chafouz, dernière confrontation, le FC Sion avait fait match nul contre Chafouz, même si Chafouz est dernier du classement. Sur le papier, c'est un match facile, mais on sait que les équipes qui viennent à Tourbillon jouent tous en sur-régime, j'ai envie de dire, sont tous hyper motivés, ce qui est normal. Le FC Sion le sait, c'est l'équipe à battre cette année, donc il n'y aura pas de match facile pour Sion, et pas de match facile dans cette Challenge League. On voit que Thun, hier, qui a joué contre Chafouz, gagne 1-0 à la 90e. Toutes les équipes sont compliquées à battre. C'est ce qui rend ce championnat quand même assez intéressant malgré la grosse avance du duo de tête que sont le FC Sion et le FC Thun. On sent qu'il y a aussi peut-être éventuellement une nouvelle dynamique au FC Chafouz avec des choses qui se jouent en coulisses et qui pourraient entre guillemets sortir cette équipe de l'ornière. Balthazar et Bua donc suspendus, Tolo a priori aussi. Très rapidement, Yves, est-ce que ça peut jouer un rôle sur le prochain match du FC Sion en sachant qu'il y a 2 semaines pour le préparer? Bien sûr, ça joue un rôle. Tolo en meneur d'homme ne sera pas sur la ligne de touche, ça c'est sûr. Bua qui fait tourner ce milieu de terrain ne sera pas là. Puis Balthazar, qui écope de deux avertissements vendredi. C'est dommage, d'autant plus que sur chaque petite biscotte ou grosse biscotte distribuée, pour moi, il y a quelque chose à dire sur les 4 cartons distribués. Alors, il n'y a pas un scandale à chaque fois, mais il y a quelque chose à dire. Bua se prend un carton jaune pour une réclamation après un pénalty évident non sifflé. Balthazar se prend 2 avertissements. Le premier, la première faute qui est faite, l'arbitre ne siffle même pas faute. C'est le 4e arbitre qui lui demande de mettre la jaune. Le 2e jaune, il y a sans doute contact à mi-terrain, mais le joueur d'en face fait encore 2 pas avant de s'effondrer. Donc, je pense que les 2 mêmes fautes peuvent, au final, avec un autre arbitre, déboucher sur 0 carton. Tolo qui s'énerve après le pénalty non sifflé, c'est encore une fois le 4e arbitre qui demande de mettre rouge à Tolo sans que l'arbitre ne sache ce qui s'est passé. Il y a sans doute eu des mots, mais pour dire que ça joue à pas grand-chose. Toutes les équipes sont tributaires des décisions arbitrales, mais il faut être irréprochable sur le terrain, comme ça évite les problèmes comme ça. Et quand il manque, en tout cas Tolo et Bua sur le terrain, ça va porter à conséquence. Et puis au FC Sion d'être professionnel et puis d'arriver à trouver les bons, ou à Tolo d'être professionnel, de trouver les bons changements à faire justement pour être à la hauteur à Haro dans 2 semaines. Et on en reparlera ici même dans cette émission dans 2 semaines après ce match à Haro, effectivement le dimanche 26 novembre à 14h15. Merci Yves, à bientôt. Merci à toi. Après la musique, on parle de hockey sur glace dans zone mixte. Arnaud Curit, joueur du HCV Martigny, sera avec nous. Dans le hockey sur glace aussi, National League et Swiss League étaient en pause ces derniers jours. L'équipe de Suisse rentre de Finlande avec 3 défaites lors de la Karjala Cup. Voilà pour la parenthèse, car on va surtout parler du HCV Martigny ce dimanche avec notre invité. Bienvenue Arnaud Curit. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 26 ans, défenseur. Un mot sur cette pause d'abord, elle a fait du bien? Oui, elle a fait du bien. Donc, il y a plusieurs joueurs qui ont pu partir à l'étranger. Et ceux qui travaillaient, ils ont récupéré un peu des heures de travail. Puis après, on s'est retrouvés jeudi, puis on a préparé gentiment le match de Zurich. Ça veut dire que pour toi, je vais profiter de te tutoyer, Arnaud Curit, il n'y a pas eu de vrai jour de congé, entre guillemets, parce que tu as une vie à côté du hockey sur glace? Oui, mais ça fait du bien quand même de rentrer à la maison après, et puis pas tout avoir toujours les entraînements. Mais c'est clair qu'on a travaillé un peu plus. Arnaud, je l'ai dit dans le sommaire, tu fais partie de ce groupe de joueurs qui a vécu la montée, les titres, la saison dernière, coupe et championnat. Est-ce que tu pensais te retrouver avec Martigny dans le top 5 de Swiss League comme ça mi-novembre? Non, pas du tout. C'est une grande surprise pour les joueurs. Alors on savait, on allait essayer de faire le maximum pour voir où on en était, mais c'était une grande question
après les 2 premiers matchs, on savait qu'on n'était pas loin, mais on gagnait pas. Puis après, c'est venu petit à petit. Puis là, on est vraiment content de notre place actuelle. On en parlait la semaine dernière avec Jérémy Gaillon dans le cadre d'un sujet qu'on a fait avec lui sur sa reconversion qui était amorcée de longue date. Il nous parlait d'une forme de pacte la saison dernière, d'un noyau dur, et qu'il a senti que cette énergie avait transité d'une saison à l'autre. Oui, alors on voulait vraiment gagner ce titre, on l'attendait, on a eu beaucoup de déceptions aussi avec le Covid. Et on a enfin réussi à le faire. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le club, les joueurs, mais ceux qui sont restés, c'est clair, on voulait transmettre cette envie de gagner tout le temps. Même contre les gros, on va au match pour gagner, pas pour essayer de ne pas perdre. Yann Cadieux à Servette avait dit mission, titre. Est-ce que vous êtes comme ça aussi dans la symbolique? Est-ce qu'il y a des choses fortes qui sont dans le vestiaire, des mots qu'on se dit et puis on s'y tient? On n'avait pas besoin de le dire. Nous, depuis notre défaite, on était vraiment pendant 5 ans, on allait le chercher. Après, c'était encore plus dur quand on pouvait pas jouer les finales à cause du Covid. Et petit à petit, ça s'est fait gentiment. On a réussi. Puis c'était vraiment incroyable l'année passée. Je l'ai dit, on est plus du tiers du championnat, mi-novembre. Championnat à plusieurs vitesses. Holten loin devant, Bellinzone loin derrière, et puis 8 équipes au milieu. C'est bien résumé? Oui, alors je pense aussi qu'il y a d'autres très bonnes équipes à part Holten, mais c'est clair que contre nous, ils ont montré qu'on peut pas faire d'erreur, quoi. Sinon ça va être goal chaque fois. Et même si on les tient à un moment, si on joue pas 60 minutes, on n'a aucune chance. La fameuse régularité sur les 60 minutes. Comment a été construite cette équipe, Arnaud Querit? Comment elle a été pensée et quelle est ta place? C'est pas moi qui choisis l'équipe, mais c'est clair que je pense qu'ils voulaient quand même garder quelques joueurs l'année passée, avec justement cette envie de gagner. On a eu le titre, on veut rester sur cette euphorie. Puis après, avec les moyens qu'ils ont, Martigny, ils ont dû aussi faire des licences B pour avoir une équipe compétitive. Et puis après, il y a eu 2-3 gros transferts. On peut citer Fourer qui nous fait un très grand bien. Et puis 2 étrangers qui font un travail, des fois pas énormément de points, mais ils font beaucoup de bien à notre équipe. C'est encore une équipe de potes? Oui. Je veux dire, est-ce que c'est compatible avec la Swiss League, avec ce changement de catégorie? Oui, alors ça c'était aussi le but de cette préparation. On avait beaucoup de nouveaux joueurs, de montrer que en plus d'une équipe beaucoup plus professionnelle, on peut garder cet esprit de pote, et dans les moments durs, ça nous aide à vraiment toujours être content d'aller à l'entraînement et jouer ensemble. À titre personnel, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette transition? Se projeter d'abord en Swiss League? On a eu un petit moment pour réfléchir ce qu'on voulait faire pour la suite. Déjà fêter un peu le titre quand même. Et ensuite, le plus dur, c'était déjà la transition travail, hockey. Et après, si on parle vraiment du hockey, tout va beaucoup plus vite. Donc, c'est ça le plus compliqué. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ce changement de rythme, d'exigence par rapport à la saison dernière en Mayoka League? Oui, je pense pour les anciens joueurs qui étaient là en MySports qui ont fait ce changement, ce qui est compliqué, c'est la vitesse. Tous les joueurs sont très forts, très rapides. Après, puis c'est un jeu beaucoup plus fluide. Alors peut-être il y a moins de mauvais coups comme MySports, mais par contre il faut vraiment pas se rater. Tout se paye cash, et surtout contre les gros de cette ligue. Il y a le changement de rythme sur la glace et il y a le changement de rythme en dehors. Comment s'articule ta semaine? Est-ce que ça change beaucoup d'une semaine de la saison dernière? Oui, alors c'est surtout le nombre de matchs qui est très exigeant, et essayer de récupérer pour le match d'après, toujours avec les entraînements. Alors on fait pas des gros entraînements, mais c'est vraiment de la tactique, et puis être prêt, récupération, et on continue. Et qu'est-ce qu'il dit le patron? Parce qu'il y a des joueurs qui travaillent à côté du hockey en Swiss League. D'ailleurs, on en parlait un petit peu avec Daniel Margitola. Il nous avait fait lui aussi comprendre dans son nouveau rôle que à la fin de la journée de travail, le hockey commence. Est-ce que tu te sens un petit peu... Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Oui. Je remercie déjà mon patron et mes collègues. Ça doit pas être évident pour eux, parce que je suis souvent pas là, quoi. Je pars aux entraînements. Et c'est compliqué à gérer aussi pour les entraîneurs, parce que on doit travailler, des fois on a des obligations professionnelles,
Mais pour l'instant, on arrive à faire quelque chose de bien. Ça permet d'avoir les pieds sur terre, de garder les pieds sur terre, de pas se laisser emmener dans l'euphorie toute belle, rose d'être hockeyeur professionnel. Oui, c'est sûr que quand après une belle victoire, que tu dois travailler à 8 heures, tu reviens à la réalité, même si tu as fait un super match le jour d'avant. Mais c'est toujours sympa aussi de travailler à Sierre, on peut discuter de hockey avec les collègues, et c'est sympa. Tiens, c'est comme si tu avais lu sur mes feuilles. Un mot sur les derbies. Toi qui travailles à Sierre, qui joue à Martigny. 3 matchs, 3 victoires dans des derbies, 2 contre Viège, 1 contre Sierre. Comment on peut expliquer cette relative anomalie ? Pour moi, c'est différent. Viège, c'est certains derbys valaisans, mais contre Sierre, il y a cette rivalité. Donc, les 2 matchs contre Viège, il y avait moins de cette pression, on dira. On a joué des matchs solides. On a réussi à mettre les goals avant eux, ce qui nous a permis de tenir tout le match. Et à Sierre, c'est toujours des matchs un peu incroyables. De 11 goals le match, ça part un peu dans tous les sens. C'est bien pour le public, mais pour les entraîneurs, c'est peut-être pas les meilleurs matchs. Mais on se réjouit de ce mois de novembre avec beaucoup de derbies et on espère que ça va continuer à tourner de notre côté. Ouais, on l'a déjà évoqué avec notre consultant hockey, Danny Gélina, qui vient régulièrement aussi dans cette émission. C'est un sentiment spécial pour vous, les anciens, ces derbies, notamment contre Sierre, mais pour les autres, les licences B, les étrangers, ceux qui n'ont pas vraiment d'attache au Valais. Ouais, dès qu'ils sont venus, on leur a expliqué comment c'était quand on jouait ces matchs. Ça nous manquait un peu en MySport, les gros derbies. Et ils savaient que c'était très important pour nous de jouer ces matchs à Sierre, peut-être pour eux un peu moins, mais on a cette amitié que eux, ils voulaient gagner aussi pour nous, pour nous faire avoir une petite revanche quand même. On a parlé de ces derbies. Si on revient à votre calendrier tout prochain, là, match contre les Getseka Lions mardi, un gros morceau. Ensuite, déplacement à Winterthur. Vous recevez Olten, vous allez à Turgovie et puis double confrontation contre Sierre avant d'enchaîner avec la Chaux-de-Fonds. Les 2 prochaines semaines s'annoncent intenses, là. Oui, maintenant c'est reparti, donc ça va jouer 3 matchs par semaine quasiment. Et puis on espère, avec cette double confrontation contre Sierre, ça va être très intéressant aussi. C'est déjà dans votre esprit, vous essayez d'évacuer ça parce que c'est dans 12, 14 jours, ou bien on en parle déjà dans le vestiaire ? Je pense dès qu'il y a eu le championnat puis qu'il y a eu une double confrontation contre Sierre, on en parlait déjà. Et puis même si on prend match par match, ça c'est clair, mais ça va être 2 gros matchs, et même si je l'oublie, on me le rappelle au boulot. Bon, on n'y est pas encore à ces derbies, je l'ai dit mardi, Getseka Lions, une équipe surprise qui on en a déjà parlé aussi dans cette émission, qui a réussi à elle aussi faire une sorte de transition, à tirer tout le monde vers le haut. Ouais, alors Zurich, c'est clair, c'est un gros morceau. Ils ont énormément de joueurs chez eux, et puis maintenant les jeunes avant qui étaient vraiment jeunes, maintenant ils deviennent à 25 ans et ils sont à leur meilleur niveau. Et vraiment, ça joue vraiment bien au hockey de Zurich maintenant. C'est presque une thématique habituelle aussi dans cette émission dominicale. Les licences B, ça joue un rôle pour le HC Martigny, mais pour toutes les autres équipes. Comment on se place face à ces adversaires qui, d'un match à l'autre, peuvent changer énormément de visage ? Je pense, honnêtement, ça ne change pas grand-chose, parce que maintenant, en Swiss League, tous les joueurs sont extrêmement bons, donc il n'y a plus on va regarder qu'un joueur, non, ça c'est fini, donc c'est vraiment de regarder leur système de jeu. Et Zurich, en plus, s'ils changent un ou 2 joueurs, on ne voit pas, ils ont une équipe très homogène. C'est aussi le cas à Martigny ? Oui, c'était une question qu'on avait au départ aussi, parce que on savait qu'on avait un effectif aussi avec des licences B, et maintenant on a vu Bienne, Lausanne ont repris des joueurs des fois, et puis d'autres joueurs étaient là pour prendre leur place, et on a même eu des blessés, on a réussi à continuer à avoir du succès. C'est ce qui s'appelle un groupe homogène, j'imagine. Merci beaucoup Arnaud Curit d'avoir été avec nous. Bonne suite de saison. Merci beaucoup. Toi et au HCV Martigny. Encore un peu de musique avant d'évoquer la grosse actu du week-end, les fameuses courses de ski alpin de Zermatt et Tchervinia.
Rarement des courses qui n'ont pas été disputées auront autant fait parler d'elles. Avalanche de commentaires sur nos réseaux sociaux et bien plus sur la toile. On imagine des avis partagés entre ceux qui défendent à tout prix les épreuves de Zermatt Chervigna et ceux qui trouvent que c'est un non-sens absolu. Il en vient de Zermatt, il est avec nous en studio, c'est le skieur valaisan Arnaud Boisset. Salut Arnaud. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Tu as passé quasiment une semaine au pied du Cervin. Tu as disputé l'entraînement de mercredi sous un soleil radieux sans être au final retenu pour les courses du week-end. Des courses qui n'ont pas eu lieu. De quoi peut-être effacer la déception ? Ouais, presque. Après, on est quand même là pour faire du ski, donc c'est toujours dommage de devoir annuler des courses. Après, annuler des courses parce qu'il y a trop de neige, c'est quand même mieux d'annuler des courses parce qu'il n'y a plus de neige, quoi. Oui, effectivement, ça c'était la raison de l'année dernière. Avant de poursuivre la discussion avec toi, ici en studio, je me tourne vers un confrère, Laurent Morel de Ski Actu, qui était aussi à Zermatt ces derniers jours. Salut Laurent. Salut Hugo. Tu peux déjà nous le confirmer, Laurent, c'était impossible d'avoir des courses aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, je veux dire, c'était clair, c'était déjà même clair depuis hier soir pour à peu près tout le monde. Les prévisions étaient horribles et il a neigé quasiment toute la journée à Zermatt. Donc voilà, impossible d'avoir une course aujourd'hui. Laurent Morel, l'expression fausse bonne idée est largement répandue, mais nos confrères d'Eurosport France vont plus loin. Ils parlent de vraies mauvaises idées. Zermatt Chervigna, il n'y a rien qui va. C'est comme ça que Johan Claret, l'ancien descendeur, résume la situation. C'est ton avis aussi, il n'y a rien qui va ? Non, alors je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, que ce soit sur le terrain ou dans la communication, ça c'est évident. Après, derrière, je pense que de vouloir faire une course au mois de novembre, une course de vitesse pour justement compléter ce calendrier, il y a une certaine logique là-dedans. Et on l'a vu, à Zermatt, la station ne vit pas encore, c'est vraiment avant la saison. Donc tout fonctionnait à ce niveau-là pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, pour qu'il puisse y avoir une course, pour que ça puisse le faire. Derrière, voilà, il y a eu une météo qui a vraiment pas aidé cette saison. Et puis, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour disputer une course sur un glacier à près de 4000 mètres d'altitude au départ. Et puis, c'est sûr que ça fait partie des risques, les annulations, évidemment. Un petit rappel des polémiques en accéléré. Manque de neige l'année dernière, projet trop ambitieux, ça c'était dès le départ. Trop de déplacements, trop de vent, pas le bon créneau. Puis les travaux en partie illicites sur le glacier. Laurent Morel, est-ce que ces courses ont encore un avenir ? Alors, on s'est posé la question, hein, évidemment, en passant le week-end là-bas, on est monté, on a vu, il y avait ces conditions compliquées, le vent, la neige. Les courses, à mon avis, ont un avenir vraiment, parce que on est à une période où la FIS est plutôt à la recherche d'endroits prêts à accueillir des courses. C'est pas évident qu'il puisse y en avoir partout. Et ce projet est né d'une certaine manière, probablement trop vite. Il n'a pas passé par les cases habituelles que sont les courses FIS, la Coupe d'Europe ou ce genre de choses. Il est né trop vite, il doit être adapté, il doit être amélioré, peut-être que les dates doivent être un petit peu ajustées. Je pense qu'il a lieu d'être. Malheureusement, il va falloir encore s'adapter et puis on va peut-être le voir déjà le week-end prochain avec les courses dames. Justement, un peu d'optimisme pour les courses féminines, franchement ? Ouais, alors franchement, on s'est aussi posé la question. La météo est encore mauvaise les 2-3 prochains jours, me semble-t-il. Apparemment, ça devrait aller mieux en fin de semaine. Voilà, on le sait maintenant que le mois de novembre est très incertain. Faudra voir. Il y a d'autres aspects à prendre en compte. Le départ est un peu plus bas. Déjà qu'il fasse beau. Après, il y a encore le vent qui peut jouer un grand rôle défavorable. On va voir tout ça. Merci beaucoup Laurent pour cette note d'optimisme. Je note, bon vent à toi et bonne rentrée, à bientôt. Merci beaucoup Hugo et puis à tout bientôt à Arnaud. On se réjouit de le voir sur les pistes de Coupe du Monde. À bientôt Laurent. Voilà, la transition est toute faite. Je me retourne vers toi Arnaud Boisset. En tant que skieur, comment vit-on avec le ski de compétition et ses contradictions sur le plan écologique ? C'était l'un des reproches faits à ces épreuves de Zermatt Chervigna. Ouais, c'est clair que c'est compliqué parce que forcément qu'on sait que notre activité sportive a une empreinte carbone, que tout le circuit Coupe du Monde a aussi une empreinte carbone conséquente. Après, on fait quand même du sport. Je pense qu'il y a d'autres activités dans ce monde qui sont plus à critiquer que le monde du sport. Je pense qu'on pousse aussi les gens à bouger, à vivre de belles émotions. Et il ne faut pas non plus que la FIS et que la Coupe du Monde en général soit tout le temps l'élève pointé du doigt qui fait toujours tout faux, quoi. Tu te sens un peu pris en otage des fois ? Ou obligé de répondre ou de te positionner sur des trucs comme ça ? Oui, c'est sûr. Là, surtout durant la polémique de Zermatt des dernières semaines, je l'ai dit, j'ai l'impression d'être un petit peu entre l'enclume et le marteau.
avec d'un côté la FIS, les organisateurs des courses, de l'autre côté les marques de ski qui me payent pour que je puisse vivre de ce sport. Donc en tant qu'athlète, on n'a pas un gros pouvoir décisionnel. Mais néanmoins, on est souvent questionné et puis finalement, je peux juste répondre sans trop prendre parti parce que moi, je peux pas faire grand-chose à mon échelle. Toi qui étais en haut, est-ce que tu peux nous décrire la situation au niveau logistique? Parce que ça aussi, ça fait beaucoup parler, le bal d'hélicoptère, différentes remontées à prendre pour aller au sommet. Est-ce que c'est vraiment insurmontable? Est-ce que c'est vraiment pire qu'ailleurs? Oui, c'est pire qu'ailleurs parce que voilà, du moment où je pars de la chambre d'hôtel jusqu'au moment où je suis au départ de la course, il y a 1h30 s'il n'y a pas de monde et plus encore s'il y a du monde. Donc oui, c'est compliqué la logistique parce qu'il y a plusieurs installations à prendre, parce qu'il y a beaucoup de mètres de dénivelé à faire. Aussi le retour depuis l'arrivée, on arrive en Italie où on est pas loin de Cervinia, il faut tout revenir jusqu'à Zermatt. Donc oui, ça prend du temps. En tant qu'athlète, c'est compliqué à gérer parce que c'est du temps perdu pour la récupération ou bien pour préparer le jour d'après. Donc, effectivement, c'est un problème et je ne sais pas comment il pourrait être réglé, mais par exemple, si on loge tout le monde du côté de Cervinia, j'ai l'impression que ce serait plus logique. Ouais, mais il y avait ce côté transfrontalier où on plaçait, avec une collaboration entre la fédération suisse et la fédération italienne, un peu moitié-moitié, les hommes à Zermatt et les dames à Cervinia. Enfin voilà, j'imagine que c'est plutôt politique. Un tout dernier mot sur cette affaire, Arnaud Boisset. Est-ce que toi, tu vois un avenir pour ces courses, rapidement? Je vois un avenir dans le sens où ils ont un gros avantage concurrentiel par rapport aux dates. À ce moment-là de l'année, c'est impossible de faire des courses Coupe du Monde de vitesse ailleurs au monde. Et du coup, par rapport à ça, ils peuvent vraiment exploiter ces dates. Après, forcément qu'il y a des contraintes à cette altitude qui sont bien plus élevées qu'à des altitudes plus basses. Et voilà, c'est pas facile, mais je pense que ça va le faire, oui. Voilà pour ces courses de Zermatt-Cervinia. Si on t'a invité, Arnaud Boisset, c'est aussi pour parler de ta nouvelle situation, membre à part entière de la Coupe du Monde pour le Super G. Déjà Coupe du Monde, tu réalises? Pas encore vraiment, j'espère dans un mois un petit peu plus. Dur chemin pour en arriver là. Quelles étapes il a fallu franchir? Ouais, alors si je récapitule depuis tout petit, voilà, c'est plutôt quelque chose que je faisais pour le plaisir, avec les copains et tout. Ensuite, ça se professionnalise gentiment quand j'ai été sélectionné à Suski. Et puis après, voilà, on voit tous les athlètes qui passent par la Coupe d'Europe et ensuite qui décrochent ou pas leur place en Coupe du Monde. Et il y en a de moins en moins finalement. La pyramide devient de plus en plus fine au sommet. Et là, je suis super heureux d'avoir réussi à franchir ce pas. Enfin, en tout cas, avoir décroché ma place en Coupe du Monde. Après, il faudra encore franchir le pas en Coupe du Monde pour performer à ce niveau. Est-ce que dans toutes ces saisons en Coupe d'Europe, est-ce que tu t'es posé la question, et si oui, combien de fois, est-ce que j'arrête tout? Oui, je me suis déjà posé la question, forcément, parce que y a eu des contre-performances, il y a des fois où j'avais l'impression d'avoir tout mis de mon côté et ça fonctionnait pas, il y a eu des blessures, il y a eu vraiment des moments difficiles, mais je crois que c'est ça la beauté du sport d'élite, c'est que finalement les bons moments font oublier tous ces moments difficiles et bien sûr que je me suis posé la question, mais comme je pense presque tout le monde, et là je suis content d'avoir quand même persévéré. Et qu'est-ce qui t'a fait t'accrocher, justement? C'est difficile à dire. Je pense que mon moteur, c'est les émotions. Vivre des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, finalement, c'est ça la beauté du sport d'élite. De partager les émotions avec le public, avec la famille, les amis, le fans club, etc. Et ouais, c'est sûrement à ça que je me suis accroché dans les moments les plus difficiles. On va se fâcher avec personne, Arnaud Boisset, mais est-ce qu'il y a eu dans ton cheminement aussi à quelques reprises un petit sentiment d'injustice? Oui, parce que voilà, on a quand même la chance de faire un sport qui est assez fair dans le sens où on se base sur un chrono et puis en général c'est l'athlète le plus vite qui est sélectionné et l'autre qui est mis de côté. Mais après des fois il y a des décisions d'entraîneur. Donc oui, j'ai vécu clairement après ma blessure en 2022, j'ai vécu une rétrogression dans les cadres de Suski. Après j'ai essayé de pas le prendre personnellement et puis je me suis toujours dit voilà, si je dois arriver, je vais arriver et puis voilà, c'est un obstacle de plus mais c'est pas impossible de le surmonter. Il y a parfois un peu des fantasmes de qu'est-ce que ça représente vraiment faire partie des cadres de Suski, parce que les gens voient peut-être des apports logistiques, matériels. Il y a une phrase qui m'a marqué la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit c'est incroyable, j'ai quelqu'un qui s'occupe que de mes skis, c'est ça son boulot. Est-ce que c'est ça aussi pour toi, franchir un cap supplémentaire?
Ouais, c'est clair. Après, bon, en l'occurrence, celui qui s'occupe que de mes skis, mon serviceman, il vient de la marque de ski, il vient pas forcément de la structure de Swisski. Mais effectivement, à Swisski, on a un physio, on a un entraîneur de condition physique, on a des entraîneurs qui organisent tout au niveau logistique et tout. Et voilà, ça facilite beaucoup. Nous, finalement, le but, c'est qu'on n'ait plus qu'à penser à skier vite et faciliter tous les déplacements, etc. Donc oui, la structure de Swisski est essentielle pour performer à haut niveau. On dit que le géant, c'est la base du ski. Le slalom, c'est une discipline de M, comme le dit Ramon Sénézerne. La descente, c'est celle qui fait rêver. Et le super G, alors, comment tu peux nous le décrire, cette discipline qui te réussit si bien ? Pour moi, le super G, c'est la discipline de l'instinct, parce que on a une reconnaissance, mais on peut pas tester la piste avant. Donc, on doit arriver sur la piste, découvrir une bosse, et puis s'imaginer la passer à 100 km/h. Donc, on a une chance aussi, c'est un one shot. C'est quelque chose, il faut performer au bon moment, et c'est ça qui me plaît dans le super G, ouais. Et du coup, l'instinct, c'est une de tes forces ? Je pense que oui, ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de faire 50 fois une piste pour l'apprivoiser. Et souvent, d'ailleurs, à l'entraînement, je suis assez performant déjà à la première manche par rapport aux autres qui peuvent arriver un petit peu plus fort sur les autres manches. Bon, t'as pas eu de vraie course encore à te mettre sous la dent cette saison, Arnaud Boisset, mais je vais quand même te poser une question piège, entre guillemets. Où se situe ta marge de progression pour cette saison ? Alors, ma marge de progression pour cette saison, c'est s'adapter aux contraintes de la Coupe du Monde. J'ai bien performé en Coupe d'Europe, mais c'est pas la même chose. Il y a plus d'espace entre les portes, il y a plus de vitesse. On doit adapter le matériel également. Les courses sont plus longues, donc physiquement, c'est aussi un challenge. Donc je pense qu'il faudra s'adapter au mieux, et puis le plus vite je me serai adapté, et puis le plus vite je pourrai performer. Il y a à la fois de la pression et des ambitions très élevées déjà de ta part pour cet hiver. Alors franchement, la pression, je la ressens pas trop pour le moment, et je vais essayer de pas la ressentir, parce que ça fait 10-15 ans que je consacre ma vie au ski, et ce serait un peu bête de craquer sous la pression à ce moment-là de ma carrière. Donc moi, je pense plutôt au plaisir, et puis en général, quand j'ai du plaisir, je skie assez vite. Donc c'est plutôt ça mon mot d'ordre. Et donc ta première vraie course, la première vraie épreuve masculine de la saison, ça sera en Amérique du Nord. Exactement. Alors la première course que je suis garanti de faire, ce sera le 3 décembre, le Super G de Beaver Creek. Et je vais tenter de me qualifier à la descente juste avant, et ça sera la semaine d'avant. Et ça, c'est pour la vitesse, puisque pour la technique, les slalomeurs et beaucoup de valaisans seront à Gourgueul la semaine prochaine. Merci beaucoup Arnaud Boisset d'avoir été avec nous en ce dimanche. Bonne saison, bon hiver à toi. Merci à tout le monde, au revoir. Et c'est déjà la fin de cette émission. Pas de match du F-Session la semaine prochaine, mais on aura plusieurs rencontres de la Nati, éventuellement plusieurs courses de ski alpin et aussi du hockey sur glace à la sauce valaisanne en Swiss League. Dans une semaine, on sera là pour vous en parler. Merci à Mathis qui était aux manettes en ma compagnie. Bonne suite à vous toutes et tous. Merci de nous suivre sur Rhône FM, Rhône TV et nos différentes plateformes. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.